Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Bonjour. Merci de m'accueillir déjà pour ce FIC Talk. Merci de me laisser un petit moment pour vous expliquer un point essentiel que j'ai à vous présenter. Chez IMS, nous sommes un opérateur de télécommunications et nous accordons l'importance à nos clients et nous voulons que nos clients préservent leur compétitivité. Et ça, c'est très important pour nous. Et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va dans ce sens. Donc, solution anti-DDoS, où vont mes données? Pourquoi cette question? Cette question se pose en fait, je pense que cette illustration le résume bien. Depuis les révélations de Snowden en 2013, on a cessé de tomber des nues un petit peu face à la NSA et aux Five Eyes, donc les 5 E qui sont l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui interceptent nos communications et qui nous fichent en quelque sorte, et surtout qui fichent nos clients et qui nous volent de l'information. Donc ça, c'est très important. Et en 2015, il y a eu une révélation faite par The Intercept, le journal anglais, et qui est vraiment rentrée dans le détail, qui a creusé les différents documents qui ont été leakés par Snowden et par d'autres faiseurs d'alerte depuis, et qui a vraiment montré ce que le GCHQ notamment, les services de renseignement anglais, faisaient des fibres optiques, par rapport aux fibres optiques qui transitent entre la France et l'Angleterre notamment. Donc pour pouvoir illustrer mes propos, je vais vous parler d'un exemple. Je prends un exemple en fait d'une entreprise qui a subi des attaques DDoS. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en fin d'année dernière, en 2015, il y a plusieurs services de webmail qui ont été attaqués. Parmi ces services-là, le plus connu étant ProtonMail, mais ça n'a pas été les seuls. En fait, on a eu Runbox, on a eu ZooMail, Hushmail, Fastmail, et à chaque fois, l'attaque qui a été envoyée, en fait, a été suivie d'une demande de rançon. Donc, c'est des demandes de rançon qui sont aujourd'hui courantes, en fait, sur les types d'attaques DDoS. C'est-à-dire que je vais bombarder votre site, je vais le rendre hors ligne, et puis derrière, je vais vous demander de payer. Ce qui a été surprenant, c'est que ProtonMail a eu une demande de rançon qui n'était pas si élevée que ça, 6 000 $. C'était 15 bitcoins à peu près. Et ils ont payé, mais ça n'a pas mis fin à l'attaque pour autant. Alors, quand on décortique l'attaque, elle a été très bien faite, elle a été très bien décortiquée. On voit qu'il y a eu des premiers pirates qui ont envoyé un DDoS pour avoir une rançon, ils ont reçu la rançon, mais derrière, en fait, il y a une autre équipe de pirates qui a envoyé du DDoS, et là, on soupçonne des États. Alors, pourquoi on soupçonne des États? C'est assez important, en fait, parce que ProtonMail, c'est une entreprise qui se veut sécuritaire et qui veut avoir mis un service hautement sécurisé. Donc, ProtonMail paye, mais il y a quelqu'un qui profite de l'opportunité, qui envoie une deuxième attaque DDoS et qui a été quand même d'une volumétrie très importante. Donc, l'attaque n'a pas été stoppée. Quelques petits mots sur ProtonMail. ProtonMail, c'est un service qui a été créé en 2013, bizarrement la même année que Snowden. Enfin, c'est pas bizarre, en fait, c'est surtout suite aux révélations de Snowden. Les gens du CERN étaient un petit peu déconcertés de voir ces révélations et notamment les écoutes. Et ils se sont dit, on va mettre en place un service de webmail avec double chiffrement. Et ce chiffrement-là va permettre de bypasser les interceptions de la NSA. Donc, ça assure la confidentialité des données puisque les serveurs sont situés en Suisse et échappent totalement à la législation américaine, à la législation européenne. Et on a des chiffrements de bout en bout. En fait, on a 2 types de chiffrement, asymétrique et symétrique, pour assurer une totale confidentialité des données. Et en plus, on est sur du chiffrement AES, donc un chiffrement assez fort. Par contre, quand on regarde un petit peu les services de ProtonMail, on peut avoir un super chiffrement. Quand on regarde un petit peu à l'intérieur, la partie symétrique notamment, on n'a pas de validation de la taille du mot de passe que l'on met en place. Donc on a potentiellement là une faille en termes de chiffrement, en termes de force du secret. Mais c'est quand même un super service et c'est quand même quelque chose qui a le mérite d'exister et qui est vraiment une alternative aujourd'hui en termes de sécurité. Donc ProtonMail se fait attaquer. ProtonMail paye, mais derrière, ils prennent une attaque encore plus importante. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils font un appel sur Internet et ils disent on a besoin d'aide. Donc
on est vraiment, on se fait attaquer. En plus, on a payé parce que notre hébergeur, lui, l'attaque a tellement été importante que ça a débordé sur les clients à côté de notre hébergeur. Et eux ont un petit peu fait pression sur nous pour qu'on paye, pour que l'attaque s'arrête, et l'attaque s'est pas arrêtée. Donc là, on a un gros problème et on cherche un hébergeur ou un fournisseur de services en fait, qui est capable de contrer ces attaques DDoS. Et donc ils ont choisi une solution qui est tout à fait honnête et qui est très bien, qui est très efficace puisqu'elle a contré l'attaque. Mais c'est là où je veux en venir en fait. Il y a un petit point noir dans cette solution, c'est qu'elle a son scrubbing center en Angleterre. Et donc si on faisait un trace-route à ce moment-là, on voit, quand on partait de Paris ou de la France, on voit que les échanges en fait passaient par l'Angleterre et revenaient en Suisse. Alors ces échanges-là, du coup, ils passaient par des fibres optiques qui étaient potentiellement interceptées par le GCHQ. Et là se pose une des problématiques en fait, du transit de mes données. C'est-à-dire que, OK, je vais me fournir une solution anti-DDoS. Dans le cas de ProtonMail, on a du double chiffrement. On a quelque chose qui est assez poussé. On n'est pas à l'abri quand même que la NSA intercepte ces communications. La NSA a construit ces derniers temps un énorme data center dans l'Utah qui représente 100 000 m², je crois, et qui fait à peu près 12 ou 13 hexaoctets, donc des milliards de gigaoctets, pour pouvoir vraiment stocker toutes les informations qu'ils interceptent. Et le GCHQ est un fournisseur de premier plan de la NSA. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mis en place vraiment un système d'interception. On va juste y revenir après. Et donc, ProtonMail, en fait, a choisi une excellente solution, mais ils se sont mis à risque parce qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils ne s'étaient pas dit, dans mon analyse de risque, mon service qui est en ligne, demain, il peut se faire dédosser, il peut se faire attaquer. Ils n'ont pas prévu ça au départ. Et puis en plus, ils n'ont pas pris en compte, OK, mais s'il se fait dédosser, quelle est ma solution? Comment je vais contrer cela? Et est-ce que je continue à assurer la protection de mes utilisateurs? Et je ne vais pas mettre à risque, en fait, que mes données soient quand même interceptées et soient mises au niveau de la NSA dans des data centers avec des puissances de calcul énormes, que si ça se trouve, ils pourraient déchiffrer mes données. Et donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est si vous prenez de ce type de solution, ou si vous ne prenez pas en compte cette problématique comme ProtonMail, est-ce que vos secrets ne sont pas interceptés et est-ce que votre savoir-faire n'est pas mis à risque? Est-ce que les données de vos clients ne sont pas potentiellement interceptées et divulguées? Et derrière, est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes de compétitivité notamment? Donc pour revenir un petit peu sur le GCHQ, ça c'est un des documents qui a leaké, en fait, qui a été divulgué par le The Intercept. Ça présente ici, c'est un peu complexe, mais ça présente le mécanisme qui a été mis en place par le GCHQ pour pouvoir intercepter les communications sous-marines. Donc on voit tout à fait à gauche que les flèches rouges représentent des fibres optiques, des multiples 10 gigas, sur lesquelles des sondes ont été posées. Et toutes les informations sont stockées en fichier plat, hein, en l'information brute en quelque sorte, et après sont mises en place dans différents systèmes d'analyse. Et il y a des systèmes donc, que The Intercept a analysés, qui s'appelle Karma Police, qui permet vraiment d'aller cibler des utilisateurs. Et en général, ce qui va être ciblé, ça va être la navigation Internet, les communications instantanées, de messagerie instantanée. On va avoir aussi les numéros de carte de crédit et il y a un graphique en fait dans les documents de The Intercept avec un pourcentage de 15% qui montre autre. Et autre, c'est pas trop dit ce qui est là, mais dans les documents, on peut voir qu'il y a peut-être du secret industriel qui est volé, il y a peut-être des brevets, il y a peut-être des informations qui, pour qu'une entreprise assure sa compétitivité, pour qu'une entreprise continue d'être le leader sur son marché, ou du moins d'être un bon compétiteur sur son marché, ici peuvent être mises à disposition d'autres personnes, et notamment des entreprises américaines. Et c'est ce que j'essaye de vous amener à penser, en fait, et de vous faire prendre conscience, en fait, c'est que là, on a un mécanisme d'intelligence économique qui sert les entreprises américaines, et dans le choix de votre solution anti-DDoS, vous devez prendre en compte cette problématique d'interception et cette problématique de vol de brevets. Et je rejoins tout à fait les propos là-dedans d'Alain Juillet, qui est l'ex-directeur de la sécurité du renseignement de la DGE, et qui dit, en fait, dans une compétition internationale, on a des partenaires. Certes, les États-Unis, les Five Eyes, avaient nous dans l'OTAN,
Au niveau politique, en fait, on est amis, en quelque sorte. Par contre, ces partenaires-là sont concurrents sur nos marchés. C'est des partenaires qui, aujourd'hui, en fait, on a des contrats et on se trouve face à des entreprises américaines, à des entreprises anglaises, à des entreprises canadiennes. Et ce vol de données peut nous desservir à un moment donné. Et ce qui dit, à partir du moment où on fait ce constat-là, on a le choix, on doit mettre en place des solutions pour organiser sa défense. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup chez IMS quand on veut préserver la compétitivité de nos clients. C'est de fournir à nos clients des solutions qui leur permettent de faire la différence et d'organiser leur défense. Et c'est pour cela que l'on a décidé de lancer notre solution Ciblex. Alors, l'ambition, c'est vraiment de renforcer votre indépendance et votre compétitivité en protégeant vos infrastructures qui sont connectées à Internet. On est opérateur de télécommunications, c'était logique que l'on arrive avec une offre anti-DDoS qui soit 100% française, hébergée en France, dont les données, en fait, on est sûr que si elles sont en France, elles vont rester en France, elles ne vont pas transiter par un autre pays, et un autre pays sur lequel on est soumis à des lois, on est soumis à une législation que l'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est le fruit en fait, d'une collaboration avec un éditeur français qui s'appelle Syscure, qui est aussi sur le stand ici, vous pouvez aller les voir, ils sont au stand H4. Et donc, on a travaillé avec eux, avec leur R&D, on a bénéficié de leurs 10 années d'expérience en R&D et de leur brevet pour mettre en place cette solution et pour proposer à nos clients une solution 100% française et managée en France. Donc, comment elle fonctionne, notre solution ? Si on regarde une attaque DDoS, en général, on part d'un botnet, et puis le botnet essaye soit d'aller saturer la bande passante en fait, de l'opérateur, enfin, du moins la bande passante du client. Donc si un client a 1 giga, je vais essayer d'aller totalement saturer cette bande passante et l'exploser pour plus que ces services soient accessibles. Soit je vais aller taper sur ces firewalls, ces IPS, du moins tous ces éléments de sécurité pour saturer ces tables de session. Ou alors, je vais aller travailler au niveau de l'applicatif et je vais lancer des attaques qui sont plus sophistiquées. Et souvent, ce que l'on voit dans un fournisseur d'anti-DDoS as a service, d'anti-DDoS dans le cloud, c'est que le volumétrique, il va savoir faire. Les tables de session et la partie applicative, non. Et en général, on a du matériel dédié. Et en travaillant avec Syscure, en fait, nous, on a vraiment monté une solution qui permettait d'adresser autant le niveau 3, le niveau réseau, donc les attaques volumétriques, que le niveau applicatif, le niveau 7. Et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la démonstration à 13h, mais on a vraiment montré, on a essayé d'illustrer ces propos par la démonstration avec un site de DDoS as a service et en montrant qu'un site web pouvait être attaqué, alors soit avec du 3 gigas pour saturer la bande passante d'un client à 1 giga, soit avec seulement des paquets de 10 mégaoctets, mais en saturant la pile applicative d'un serveur HTTP. Et donc, c'est vraiment ce que l'on a voulu mettre en place, une solution dans le cloud qui soit de bout en bout et qui puisse offrir la meilleure protection, et en étant 100% française. Donc, nos points forts, c'est vous aider à développer l'activité de votre entreprise en toute sécurité, en nettoyant automatiquement vos flux, donc je l'ai dit, de la couche réseau jusqu'à la couche applicative, en assurant une veille, parce qu'on ne fait pas seulement de la protection anti-DDoS, mais on va vous fournir un écosystème de veille avec du threat intelligence, de la cyberveille, et on va scruter les réseaux sociaux, on va scruter pour vous le dark web, on va scruter les honeypots que l'on a, et on va pouvoir tracer et voir si vous êtes la cible d'activistes, ou si vous êtes la cible de hackers, ou s'il y a des données vous concernant qui ont été fuitées, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on a intégré en fait notre solution anti-DDoS dans tout un écosystème de cybersécurité, pour assurer vraiment une protection efficace. On a développé un portail client qui vous permet de piloter votre solution, c'est-à-dire que votre solution elle va être mise en place, mais à un moment donné, si vous voulez activer ou désactiver des services, vous allez pouvoir le faire, et puis vous allez pouvoir le faire de façon as a service, en fait, de façon vraiment solution cloud. Et surtout, on personnalise la solution. C'est-à-dire que quand on vient installer un anti-DDoS, il faut que l'anti-DDoS corresponde exactement à votre profil métier, à votre contexte. Et ce que l'on fait, c'est que l'on va analyser vos données, on va sortir des statistiques par rapport à vos données, par rapport au protocole qui transite, et on va aller adapter la solution au niveau applicatif, pas seulement volumétrique, mais aussi au niveau applicatif, pour que cette solution soit totalement adaptée. Et enfin, c'est une solution 100% française.
pour justement essayer d'éviter que vous fassiez, que vos données soient interceptées et que vos brevets ou votre secret en fait puissent fuiter. Merci à tous pour votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions sur le stand G4 et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci beaucoup, Mathieu Rigotto. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Il y en a une. Monsieur, je vous apporte le micro. David Hammond, a former director of GCHQ. I'm a guest in your country, so I do not wish to be rude, but almost everything you have said to justify your product is false. GCHQ does indeed take information from cables, as does France. You did not mention that. The information GCHQ takes is to try and catch the terrorists, such as those from Daesh who attacked Paris, and to catch the cyber criminals. The packet switch networks of the world, as you know well, do not operate in straight lines. So data does not directly flow from Switzerland to London or back again. We all know that. To justify data localization on the grounds of a paranoid view of the United States and its allies is, I think, bad marketing. A better way is to say that your product, which I'm sure is first-rate technically, stands on its own as a technical solution. A final point I might very quickly make. Well, I'll leave it there. Merci beaucoup. Bon, il s'agissait plus d'une réflexion plutôt qu'une question.